Bon, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus nombreux, présents. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à la fois à la présentation de ce rapport. Et je salue Laure Miller qui a travaillé d'arrache-pied tout l'été pour produire non pas les 800 pages de compte-rendu d'audition, le deuxième tome que vous voyez, mais qui est extrêmement conséquent et qui est le fruit de près de 3 mois de travail sur 84 jours, même pas ouvrés, mais 84 jours calendaires. Nous avons entendu 178 personnes pour près de plus de 90 heures d'audition. Donc ça, c'est le deuxième tome, et vous pourrez retrouver, lire en intégralité ces comptes rendus qui sont riches d'enseignements. Et le deuxième tome que vous voyez, c'est la synthèse donc à laquelle Laure a travaillé tout l'été. Et je tiens à dire, pour y avoir passé quelques heures de journée de lecture la semaine dernière, que j'ai été, comme l'ensemble des collègues lors de la commission d'enquête, et je salue Constance de Pélichy ici présente, je salue Constance Le Grip qui rentre dans cette salle, extrêmement impressionné à la fois par la qualité de la synthèse qui rend compte, il nous semble, et c'est pour cela que nous l'avons adopté à l'unanimité, ce rapport, des travaux et des auditions donc avec précision. Et avec effroi également, il faut le dire, puisque le constat global, s'agissant de la responsabilité de TikTok sur la mise en danger des plus jeunes, est accablant. Alors, aujourd'hui, nous le disons, et Laure aura l'occasion de le préciser, c'est pour ça que je ne serai pas long, la commission d'enquête a eu un effet public important, et il me semble, en tant que président, qu'il est nécessaire de m'y attarder quelques instants. Votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de cette rencontre entre le Parlement et les citoyens, entre un enjeu de société et des enjeux de régulation. Il y a aujourd'hui, en effet, urgence à agir, urgence aussi à sensibiliser le grand public. C'est pour cela que l'une des auditions qui a été sans doute les plus commentées, les plus suivies, les plus controversées aussi, a eu non seulement un mérite essentiel, celui de faire connaître et de diffuser au plus grand nombre l'existence de cette commission d'enquête, mais elle a aussi été une porte d'entrée vers d'autres auditions. Et à titre d'exemple, sur un forum des associations la semaine dernière, je tombe sur une dame qui me dit qu'elle s'excusait presque de ne pas avoir regardé l'intégralité des auditions. Elle me dit voilà, je suis obligé de les regarder en x2, tellement il y en a. Mais c'est passionnant. Et ce type de rencontre, j'en ai pas eu qu'une. Donc c'est pour vous dire à quel point des gens ont découvert la commission d'enquête à travers cette audition problématique, et derrière ont été stupéfaits, effarés et intéressés aussi par l'ensemble des témoignages que nous avons pu recueillir. Donc voilà, quand l'Assemblée nationale sait se saisir de ces enjeux, elle trouve son public dans une période où le Parlement est parfois contesté dans son utilité. Nous considérons ici qu'il s'agit sans doute l'un des premiers apports de cette commission, celui de partager un diagnostic, non seulement avec l'ensemble des collègues à l'unanimité, mais aussi de le partager avec la société. Alors je tiens à le dire, TikTok est dangereux. Des sujets sont particulièrement ressortis. Moi, il y en a un qui m'a marqué, la diffusion des idéologies extrémistes et en particulier du masculinisme. Ça, c'est, je pense, l'une des choses que cette commission d'enquête aura pu mettre en avant. Madame la rapporteure présentera ses propositions. Je me permettrai de dire que si le rapport a été adopté à l'unanimité, et c'est heureux, parce qu'il témoigne de ce travail collectif et du travail personnel de Madame la rapporteure, ainsi que de l'ensemble, notamment des administrateurs qui nous ont accompagnés et qui ont travaillé avec nous d'arrache-pied sur ces derniers mois, y compris pendant l'été, ces propositions ne font pas toutes l'unanimité. Voilà, je tiens juste à le préciser. Il peut y avoir des débats, et c'est tant mieux. Parce que les débats qui nous agitent ne sont pas des débats qui sont des débats clivants sur les clivages politiques traditionnels, mais c'est des débats aussi qui agitent le corps social, qui agitent aussi ce qu'on peut retrouver quand on va débattre dans n'importe quel collège ou lycée avec les jeunes. Et donc, c'est tant mieux. Voilà. Il n'y a pas d'unanimité absolue sur l'ensemble des conclusions, mais le constat, le diagnostic est la première de ces étapes, la plus importante de ces briques. Et je vous laisse, Madame la rapporteure, la parole pour présenter votre rapport.
Merci Monsieur le Président, merci cher Arthur. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots et puis ensuite je vous montrerai une petite vidéo si vous en êtes d'accord. Quelques mots quand même pour dire que voilà, ce travail c'est le fruit, ce rapport c'est le fruit plutôt d'un travail de 6 mois et même davantage puisque cette proposition de résolution voilà, qui a été votée à l'Assemblée nationale en mars, je l'avais déposée en janvier et je veux juste avoir un mot pour remercier à la fois les signataires de cette proposition de résolution puisqu'on était 80 à l'origine de différents partis. C'était une proposition transpartisane, mais aussi remercier mon groupe et Gabriel Attal, puisqu'en fait, vous le savez peut-être, le chemin d'une proposition de résolution comme d'une proposition de loi pour un député, c'est un petit parcours du combattant et il faut pouvoir déjà l'inscrire à l'ordre du jour et ça, c'est une vraie étape. Et donc, j'ai eu la confiance de mon groupe Ensemble pour la République pour ce faire et c'est la raison pour laquelle on a pu ensuite le faire passer en mars voilà, dans l'hémicycle, juste après la commission des affaires sociales et puis ensuite travailler avec Arthur et les autres députés membres de la commission d'enquête pendant tous ces mois. Je voudrais aussi dire que cette démarche, elle est évidemment en hommage aux jeunes qui ont été victimes de cet engrenage algorithmique et particulièrement les victimes du collectif Algos Victima que nous avons reçu à travers une des auditions. Et je voudrais évidemment à ce titre les remercier et remercier leur avocate pour le combat qu'ils mènent en parallèle de nos travaux. Évidemment remercier mes collègues députés qui ont été présents pendant les auditions, au premier rang desquels Arthur Delaporte qui a pris la présidence de cette commission et qui a permis de réaliser ces auditions avec sérieux et sérénité, autant que possible en tout cas. Et puis remercier évidemment les administrateurs qui m'ont accompagné à la fois dans les auditions, dans la rédaction du rapport, qui font un travail de l'ombre qui est extrêmement précieux et je les en remercie très sincèrement. Et puis donc je voudrais voilà, vous montrer une petite vidéo qui dure quelques minutes mais qui permet peut-être de poser entre guillemets le décor de ces travaux. Étudiante de 20 ans, j'ai pu trouver dans les formats courts des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt que moi. Mais le défilement rapide de contenu très court et très différent était anxiogène et addictif. J'ai pu m'en rendre compte et m'en détacher, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de mes amis qui ont besoin de cette surstimulation. Certains mettent même le défilement automatique pendant qu'ils se brossent les dents. Mais il faut sensibiliser au danger et surtout développer des raisons de s'en détacher. Et pour ma part, je pense que les réseaux sociaux, et notamment TikTok, ont bien évidemment des effets positifs, parce qu'on peut y apprendre, se divertir et même trouver de l'aide. Mais ces effets positifs ne doivent pas faire oublier qu'il y a aussi des effets négatifs. Nous sommes sans cesse confrontés à du contenu qui peut provoquer de la comparaison, de l'anxiété ou de la perte en confiance en soi. Et c'est pour cette raison-là que je pense qu'il faudrait un peu plus de réglementation sur ces réseaux sociaux-là, et notamment TikTok. Le contenu que ma fille regardait et des contenus mortifères, des façons de se scarifier, de lui montrer comment faire un nœud pour se pendre. On a pris le téléphone d'Edouard et là, on a vu les contenus auxquels il était confronté de façon quotidienne. Imaginez que sur des réseaux auxquels nos enfants ont accès si facilement, il puisse y avoir de tels contenus. Donc tout a commencé dans une période où j'étais vraiment triste et j'ai republié une vidéo où c'était un lampadaire, de la pluie et la musique c'était Freak et ça disait I won't wake up this time. Et au bout de 2 jours, j'ai été submergée par des vidéos, des tutos suicides, donc les gens qui expliquaient ce qu'on pouvait prendre pour mettre fin à nos jours. Tout en mettant par exemple à la place du S $1, à la place du I un 1, etc. pour détourner tout ce qui est surveillance, des tutos scarification, harcèlement, anxiété, tout pour promouvoir le suicide. Vraiment quelque chose de très toxique. Puis après j'ai vu que TikTok c'était très nocif et que ça pouvait emmener à de très graves conséquences. Alors tout d'un coup j'ai signalé en masse. Je signalais 2-3 fois si la vidéo ne voulait pas s'effacer de TikTok. Il y en a certaines qui ne veulent pas s'effacer, comme par exemple les vidéos avec un paysage où il y a écrit « Moi, tout ce que j'attends, c'est de mourir », sans lettres cachées en plus, genre vraiment tout écrit mot à mot. On nous a reproché on nous a dit, elle a trouvé ce qu'elle a cherché, en voulant dire celle qui a voulu se mettre là-dedans, donc elle a bien voulu. En fait que non, souvent il y a des moyens détournés comme les émoticônes, pour le zèbre pour les scarifications, le drapeau suisse pour le suicide. La particularité avec l'algorithme TikTok, c'est qu'il crée une sorte de bulle de contenu qui ne va jamais vraiment aller à l'encontre de notre pensée. Et donc, quand on regarde du contenu qui concerne la mutilation, qui concerne la dépression,
ou qui concerne la haine envers soi-même, et ben on va s'enfermer dans cet univers qui nous rassure dans notre mal-être, qui normalise notre comportement et nos pensées et qui nous pousse pas forcément à aller voir au-delà et à aller chercher de l'aide notamment. On n'a jamais pu contrôler les contenus. Il y a tout un environnement pour que l'enfant soit addict à tout ça. Il rentre dans cette communauté, dans cette spirale néfaste, délétère. Les graves et images choquantes sont banalisées sur l'application, telles que le suicide, la mutilation, la pornographie et la pédopornographie. Certains utilisateurs ont trouvé une faille pour parler de ces sujets sans être bannis. Ils utilisent des emojis pour en parler, or cela fait des années qu'ils sont utilisés et personne ne fait rien alors qu'ils sont connus de tous. TikTok choisit ses cibles en partageant ce genre de vidéos plus sensibles. Certains utilisateurs n'ont même pas 13 ans et ils sont enfermés nuit et jour sur ce réseau social et peuvent tomber sur ces vidéos choquantes car oui, TikTok est une addiction. Donc elle avait un sacré caractère, mais je l'ai vue changer. Elle dévorait des romans et peu de temps après avoir eu son téléphone, c'était fini. C'est vrai que j'ai plus profité de ma petite dernière et c'est pour ça qu'on était très très liés. Et du jour au lendemain, c'était fini, plus de conversation, plus de petits moments ensemble, plus d'activités manuelles, plus de patience pour rien, elle était toujours sur la défensive. Juste taper perte de poids en me mettant dans la tête d'une adolescente. Et très rapidement, en 5 minutes, j'ai commencé à avoir des contenus sur l'anorexie, les scarifications, le suicide. Ce qui m'attriste énormément et ce qui me révolte, c'est que TikTok utilise cette faiblesse de certains jeunes pour en faire des bénéfices dessus. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'être un peu triste et de me réfugier sur les réseaux sociaux. Et il suffit juste de liker sur TikTok une vidéo avec une musique triste, un texte, et souvent aussi des couleurs assez sombres, ternes. Et en fait, au bout de 5 minutes, on se retrouve envahi par plusieurs TikTok qui sont très sombres. Le professeur en psychiatrie qui le suit arrive à faire le lien entre les réseaux sociaux et le mal-être de notre fils. Et l'algorithme, il est bien plus fort que nous. Il est plus fort que les parents. Il est plus fort que l'accompagnement qu'on pourrait donner à nos enfants. Cet algorithme, il lui renvoyait jour après jour sa douleur. Voilà. Et il creusait encore de plus en plus le trou dans lequel elle tombait. La fille avait eu ces problèmes-là. Je ne sais pas si il y a 20 ans, si elle serait morte aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est TikTok qui l'a tuée, mais TikTok y a fortement contribué. Donc on a du mal à avoir une vision très claire de tous les usages qu'il y a dans cet outil. Et il faudrait qu'on ait un regard finalement dissocié de chaque usage et qu'on réinterroge chaque usage et qu'on arrive à le vivre autrement que dans le smartphone. Là aussi, c'est normal, on a été pris de court par une invention extraordinaire dans laquelle on s'est plongé, mais qui nous empêche de réfléchir. Et nous empêche de réfléchir à chaque usage distinct qu'on a dedans. Et il faudrait qu'on soit capable de sélectionner pour un enfant ou un adolescent, si on veut lui donner un téléphone, qu'est-ce qu'on souhaiterait qu'il ait, du SMS, du téléphone, peut-être, je sais pas, du Google Maps ou que sais-je, de géolocalisation, mais si ça s'arrête là, ça devrait être largement suffisant. Et nous, ce qui nous paraît important, au-delà de parler du numérique, c'est de repenser effectivement les alternatives au numérique. Parce que ça fait aussi 15 ans qu'on est enfermé dans le numérique. On pense loisirs numériques, on pense information numérique, on pense communication numérique. Donc on n'arrive plus à créer du lien, on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à s'informer autrement que par le numérique. Et les jeunes, effectivement, en pâtissent largement. Et les jeunes ont du mal à recréer du lien, d'ailleurs, ils ne savent plus forcément le faire. Donc il nous paraît qu'il faut avoir une politique publique forte pour restreindre finalement la place du numérique dans la vie des jeunes. Il faudrait donc créer des alternatives plus fortes, alors des choses qu'on faisait bien avant, mais peut-être réinvestir dans effectivement des infrastructures, d'offres, d'activités sportives, culturelles, artistiques, des lieux d'échange, de partage, d'activités, mais qui soient partout implémentés localement. Depuis la sortie du rapport, pour le coup, j'ai pas envie de penser qu'on est à l'origine d'une rupture civilisationnelle. Il s'est passé quelque chose, mais c'est vrai que depuis 20 ans, moi je l'ai dit, ça a été rapporté et répété, on avait entre nous une révolution qui a facilité nos vies, hein, le digital, le numérique, et forcément toute la société était tournée vers les aspects positifs. On se réveille 20 ans après avec une explosion des capacités techniques et technologiques et qui en produit un effet pervers, c'est que lorsque l'humanité est intéressée par un objet, un tuyau, un canal, forcément le profit vient juste derrière, pour ne pas dire en même temps.
dans lequel on vit maintenant est devenu un espace essentiellement d'adultes. On a évacué finalement les jeunes de l'espace qui est le nôtre. Je le répète, on a de plus en plus d'espaces dans lesquels les jeunes ne sont pas admis. Des espaces, des vacances sont jeunes, des avions sont jeunes. Donc l'espace d'échange est un espace adultomorphique. Et donc les jeunes trouvent un espace qui est devenu un espace virtuel dans lequel ils se retrouvent entre eux et ils deviennent finalement captifs. Et la parole sortie du téléphone ou bien de l'objet, de la tablette, a plus de poids que celle de l'adulte. Voilà, merci pour votre attention, c'était un peu long, mais je trouvais que c'était important de pouvoir vous donner un peu une vision, pour ceux qui n'ont pas vu toutes les auditions, finalement du sujet qui est en fait un sujet de société, un sujet majeur, qui nous concerne tous, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on ait des petits-enfants, qu'on soit soi-même jeune, ça concerne tout le monde, et Arthur l'a un peu dit aussi, mais voilà, quand on se promène, quand on discute, quand on échange, même dans le cadre privé, on voit bien que c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons, vous le savez, souhaité lancer une grande consultation publique, qui est une démarche assez inédite pour une commission d'enquête. Quand on l'a lancée, on ne savait pas du tout si les choses prendraient, d'autant qu'elle avait été évidemment relayée par certains médias et on les en remercie. Mais voilà, tout le monde ne va pas sur le site de l'Assemblée nationale. Et puis par ailleurs, il y avait beaucoup de questions, donc on ne savait pas si ça prendrait. Au final, on a eu 31 000 personnes qui sont venues voilà, répondre à ce questionnaire ouvert qui portait donc sur l'usage un peu des réseaux sociaux dans nos vies à tous. Donc 31 000 personnes et plus de moitié de jeunes, particulièrement de lycéens, qui ont beaucoup répondu, qui se sont emparés du sujet. Alors évidemment, ça n'a pas valeur de sondage, hein, cette consultation, mais ça nous a quand même permis de recueillir finalement une masse de données qui nous ont confortés et qui ont conforté un certain nombre de nos auditions et de témoignages qu'on pouvait avoir de spécialistes qui, eux, étudient finalement l'opinion et nos pratiques dans la société actuelle. Ce qu'il en est ressorti et les principaux enseignements, vous le savez, et on l'a aussi entendu dans les auditions, c'est que le temps passé sur notre téléphone, il est croissant et qu'il explose particulièrement chez les jeunes. Sur tous les répondants qu'on a vus, plus de 50% passent plus de 3 heures par jour sur leur téléphone. Et si on regarde vraiment juste les moins de 18 ans, c'est plus de 70% des jeunes qui estiment passer plus de 3 heures par jour sur leur téléphone. S'agissant de TikTok, on a évidemment pu constater que c'était l'application qui était effectivement utilisée par une large part des mineurs. 72% des répondants entre 16 et 18 et 64% des 12-15 ans affirment que TikTok, ils le consultent au moins une fois par jour. De ce fait, donc, non seulement TikTok touche une majorité des Français mineurs, mais ce qu'on constate, c'est que les mineurs eux-mêmes constituent finalement la part la plus large de l'audience de TikTok. Et c'est la raison pour laquelle on s'est focalisé sur TikTok à travers cette commission d'enquête. On a pu constater à travers ces enseignements qu'il y a un niveau assez faible de confiance à l'égard de TikTok de la part de la population générale, mais des jeunes en particulier, donc une forme certaine de lucidité. Évidemment, d'autres réseaux sociaux bénéficient aussi de cette même méfiance de la jeunesse à l'égard des informations qu'ils font circuler. On y apprend aussi que les dispositifs de contrôle parental ne sont pas encore évidemment bien appropriés par les parents. On s'en doutait et on l'avait perçu à travers les auditions, mais c'est une confirmation. Et on voit aussi que le projet d'interdiction de l'accès aux réseaux sociaux avant un certain âge, il recueille quand même une majorité d'approbation. Alors évidemment, certains sont plus favorables à 15 ans, d'autres 13 ans, mais on voit bien que c'est un sujet finalement à la fois qui n'est pas, qui est plutôt un sujet populaire, on va dire, et puis par ailleurs qui n'a pas cette idée, et c'était un peu le risque qu'on avait de dire finalement ça va être les jeunes contre les parents et on va avoir une espèce de choc des générations. Non, finalement on voit bien que chez les jeunes aussi, il y a cette idée qu'en effet peut-être qu'il faut interdire l'accès aux réseaux sociaux avant un certain âge. Ce constat de notre enquête, il a été confirmé par les auditions. Si vous avez dans le rapport un certain nombre d'études qu'on reprend, qui ont été reprises à travers nos auditions, mais on voit bien, d'après le Crédoc, que 96% des Français de 12 à 17 ans ont un smartphone. Vous le voyez autour de vous, mais c'est démontré à travers ces études. Depuis 2020, le temps passé par les Français sur les réseaux sociaux, donc depuis 2020, le Covid, a augmenté de 86% selon Médiamétrie. Et TikTok, évidemment, a la plus forte progression puisque l'application a gagné 354% d'utilisateurs français supplémentaires entre 2020 et aujourd'hui. Cet équipement s'accompagne d'un taux d'utilisation élevé. 42% des enfants de 12 à 17 ans passent entre 2 et 5 heures par jour devant un smartphone.
Dans le cadre d'une étude qui a été menée par l'association e-Enfance, il a été montré que 24% des jeunes équipés d'un smartphone ne tiendraient pas plus d'1 heure sans ce dernier. Et cette proportion, elle est plus élevée chez les lycéens, un peu plus faible chez les enfants d'école primaire, mais elle existe malgré tout de façon assez prononcée. Selon l'association e-Enfance, 86% des Français de 8 à 18 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux, 67% des élèves de primaire, 65% des enfants de 6 à 8 ans sont inscrits sur les réseaux sociaux. Chez leurs aînés, évidemment, les taux sont beaucoup plus importants. Selon Médiamétrie, les Français de 11 à 17 ans qui utilisent les réseaux sociaux et les messageries, ils passent en moyenne 3 heures et 11 minutes, ce qui finalement va dans le sens de notre consultation publique. Donc vous le voyez, c'est un sujet qui est finalement omniprésent dans nos vies, peu importe notre âge, et donc il y a évidemment un vrai sujet. Moi, en réfléchissant et en essayant de prendre du recul sur ces 6 mois de travail, je trouve que finalement il y a quelques grandes questions qui se dessinent à travers cette réflexion. La première, c'est une question très large, mais c'est l'avenir que nous voulons pour nos enfants. Il suffit d'ouvrir les yeux un instant, de se promener dans la rue, de regarder les cours de collège, alors plus maintenant, mais les cours de lycée et la sortie des collèges, les salles d'attente de médecins, les transports publics. Il suffit d'ouvrir juste les yeux pour voir qu'en fait, on est face à une forme d'extrême digitalisation de nos vies et de la vie de nos jeunes, a fortiori, que la place des smartphones dans nos vies, elle est particulièrement importante, notamment chez nos enfants. Et finalement, voilà, la question, c'est celle à la fois de la vie quotidienne de nos jeunes aujourd'hui, mais de la vie qu'on veut pour les adultes qu'ils vont devenir et du monde que l'on veut pour demain, vu l'importance que cela prend dans nos vies. Donc est-ce qu'on est condamné finalement à subir cette influence des réseaux sociaux sur notre vie en termes de temps passé, en termes d'influence de ce que l'on voit, en termes d'appréhension du monde, de vision du monde que l'on a, vous l'avez vu si vous avez regardé le rapport, mais on voit bien que l'algorithme finalement nous donne une vision tronquée du monde à tous, une vision différente d'ailleurs selon les vidéos sur lesquelles on va s'arrêter, et que ça pose quand même un vrai sujet sur ensuite voilà, la façon dont on se construit personnellement et la façon dont on voit le monde. La réponse à la question, évidemment, vous l'avez saisi si vous avez lu la première partie de ce rapport, puisqu'on a essayé finalement d'ouvrir le capot de TikTok, de la machine TikTok, et ce qu'on a vu en fait n'était quand même pas très glorieux et pas très beau. On a vu en fait un océan de contenus néfastes. Arthur en a déjà parlé, mais voilà, des contenus de promotion du suicide, d'automutilation, des troubles du comportement alimentaire qui sont mis en avant, des conseils de santé qui sont farfelus et donc extrêmement néfastes, une exposition à la violence sous toutes ses formes, du racisme, de l'antisémitisme, de la pédocriminalité, et des contenus néfastes, ceux-ci que je viens de décrire, qui bénéficient d'une large audience. Parce qu'en réalité, vous l'avez tous en tête, mais le modèle économique de ces réseaux sociaux, de ces plateformes, repose sur l'économie de l'attention. Certains même nous ont dit sur l'économie de la manipulation. Et pour garder finalement le plus possible notre attention, on pousse finalement les contenus qui vont retenir le plus notre attention, qui sont en réalité des contenus radicaux, les contenus les plus violents parfois, les plus clivants. Parce qu'en fait, ce que nous ont expliqué beaucoup de spécialistes, c'est que les contenus qui retiennent le plus notre attention sont ceux qui mobilisent nos émotions négatives, donc la rage, la colère. Voilà, des images qui vont nous choquer, nous sidérer, vont retenir notre attention. Les mineurs sont évidemment une cible stratégique et majeure pour les plateformes. On l'a vu, on l'a entendu, et les plateformes elles-mêmes ne l'ont pas nié. Et puis cet algorithme qui est enfermant, et finalement on peut résumer la puissance de TikTok à 2 choses. C'est à la fois le design, ces vidéos infinies qui circulent et qui sont évidemment extrêmement addictives, et puis cet algorithme qui est très puissant chez TikTok et qui est d'ailleurs copié par tous les autres. Certains nous ont même parlé de sucrerie mentale, comme on irait chercher un petit bonbon à un moment de la journée. Finalement, on va chercher ces petites vidéos pour nous nourrir, entre guillemets, de cette façon. Alors, en effet, la question qui était celle fondamentale de notre commission d'enquête, c'était celle des effets sur la santé de nos jeunes. Évidemment, ils sont aujourd'hui, et il y a eu de la nuance dans nos auditions, parce qu'ils sont difficiles à quantifier. Autant la cigarette, l'impact sur la santé physique des uns et des autres, elle est assez évidente et le lien de causalité est facile à faire. Autant sur un sujet, une question de santé mentale, il est difficile finalement de prendre tel ou tel facteur qui va causer une altération de notre santé mentale et de celle de nos jeunes. Pour autant, ce qui est certain, et ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est qu'il y a des effets qui sont évidents sur la santé physique de nos jeunes. Il y a l'effet sur le sommeil en termes de qualité, de quantité, on le voit bien, puisque c'est une forme de dépendance qui se développe à l'égard de la plateforme. Eh bien, nos jeunes vont avoir du mal à décrocher
Et ça aura un impact évidemment sur l'heure à laquelle ils vont se coucher, sur l'heure parfois à laquelle ils vont se réveiller, parce qu'il y a des notifications qui vont les réveiller, et sur l'heure à laquelle ils vont se réveiller aussi le matin. Donc il y a un effet évident sur le sommeil, et on sait l'importance de le sommeil pour nous tous, mais a fortiori pour nos jeunes qui sont en construction. Il y a la question de la concentration et du développement cognitif qui a été aussi mise en évidence par les chercheurs et les spécialistes que nous avons reçus, une réduction de la tolérance à l'ennui. Finalement, avec ces vidéos qui défilent, on ne supporte plus des vidéos un peu plus longues ou un temps d'attente, et on a ce réflexe de se jeter finalement sur les réseaux sociaux. Un effet aussi sur la construction sociale, on l'a bien vu aussi à travers les auditions. Il y a une forme de banalisation de la violence. Et puis, TikTok et les autres réseaux sociaux sont aussi des lieux de fragmentation identitaire. Finalement, on va se réfugier, et l'algorithme le fait pour nous, dans finalement une espèce de bulle identitaire qui va évidemment nous conforter dans la situation qui est la nôtre à un instant T. Et en fait, on a finalement des bulles identitaires qui sont sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, et évidemment qui font du mal aussi à notre cohésion sociale et nationale. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'effet sur le rapport au monde, qui est en effet extrêmement faussé. Ce qui est sûr aussi, c'est que sur la santé mentale et sur l'effet que les images qu'on peut avoir à regarder défiler, à voir défiler, il y a un effet qui est aussi mis en évidence et qui a été mis en évidence à travers nos auditions. C'est l'idée qu'en effet, si nous sommes fragiles, si nous sommes un peu vulnérables, eh bien, de toute évidence, cette vulnérabilité, elle va être renforcée par l'effet de l'algorithme et de TikTok sur nous. Et la question que beaucoup nous ont posée, nous ont exposée plutôt, c'était l'idée de dire en fait l'adolescence, est-ce que c'est pas par essence une période de vulnérabilité? On a tous été adolescents, on est en phase de construction de soi et de toute évidence, on a des points de fragilité qui sont évidents dans notre personnalité. Donc forcément, les réseaux sociaux ont un impact sur tous les adolescents à ce niveau-là. Alors, on a entendu, et Arthur les mettait aussi en avant à travers les auditions souvent, qu'il y a des effets positifs. Bah oui, c'est un divertissement. Et on a des adolescents qui peuvent tout à fait prendre du recul sur ce qu'ils voient et se divertir. Il y a bien heureusement des vidéos qui sont aussi très instructives, éducatives, bien sûr. Mais la question qui se pose, c'est qu'en effet, peut-être que des adolescents un peu plus forts mentalement vont pouvoir s'en sortir, mais est-ce que, sous le prétexte que des adolescents vivent bien leur vie sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut qu'on sacrifie finalement tous les autres adolescents qui, eux, se trouvent enfermés, se trouvent piégés par les effets de l'algorithme et de ce réseau social? À mon sens, la réponse est non. Je pense qu'il ne faut pas s'en satisfaire, d'où les propositions que je ferai et que vous avez pu voir. L'autre question, et c'est la deuxième partie du rapport, c'est la question de la régulation. J'ai titré le combat de David contre Goliath et j'ai titré à l'issue encore incertaine. En effet, si vous lisez cette partie, vous verrez le travail qu'on a pu réaliser, le travail énorme qui est surtout fait à l'échelle de l'Union européenne. J'avais été frappée, et on a été nombreux à être frappés en auditionnant Thierry Breton, de se dire mais cet homme devrait être une idole en France parce qu'il a quand même fait un travail colossal à l'échelle de l'Union européenne avec ce DSA. On partait de très loin. Et puis par ailleurs, il nous a expliqué toutes les pressions qu'il avait pu subir de la part des plateformes. Donc en effet, il y a un travail qu'il ne faut pas nier à l'échelle de l'Union européenne. Simplement, on peut tous se dire que quotidiennement, dans nos familles, dans nos vies, on ne voit pas encore du tout l'impact que ce travail a. Et l'application pleine et entière de ce DSA n'est de toute évidence pas encore une réalité. Donc, ce que j'ai voulu expliquer dans cette partie, c'est qu'il nous faut évidemment continuer la bataille sur cette application pleine et entière du DSA. On a eu, avec la pression de plusieurs pays et évidemment la France cet été, des lignes directrices qui ont été exposées par la Commission européenne et qui visent à renforcer et à faire en sorte que ce DSA y soit pleinement appliqué. Par ailleurs, j'expose aussi dans cette partie le sujet de la modération qui est, me semble-t-il, extrêmement imparfaite, du travail colossal qui est fait par les signaleurs de confiance qu'on a reçus, mais qui, si je reprends leurs mots eux-mêmes, sont en train de vider l'océan avec une petite cuillère trouée. Donc, en effet, pour le coup, nous partageons cette idée de renforcer les signaleurs de confiance, notamment dans leur financement. Pour autant, je crois que ce n'est pas une solution satisfaisante parce qu'en effet, la question c'est est-ce qu'on est condamné à essayer de nettoyer et de passer a posteriori pour essayer de faire en sorte que les contenus de ce réseau soient le moins néfastes possible et avec une issue qui sera forcément insatisfaisante, ou est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'on s'interroge sur la protection a priori de notre jeunesse et de nos enfants?
Ça, c'est pour la deuxième partie. Et donc, je considère que tout en menant ce travail de pression sur l'Union européenne pour continuer dans la protection de nos enfants à tout prix, rien n'empêche de fermer le robinet de cette industrie au niveau national. C'est la raison pour laquelle, en dehors de... Je m'arrête là. Je ne vous détaille pas toutes les recommandations une à une, sinon on va y passer un certain temps. Mais donc, sur la question de l'Union européenne, évidemment, il faut continuer à batailler pour qu'il y ait un âge, je pense, minimum qui soit établi à l'échelle de l'Union européenne. Ce sera beaucoup plus simple, mais on voit bien que ce n'est pas gagné du tout, d'où l'idée de le faire au niveau national. Il y a la question du paramétrage en fonction de l'âge. En effet, on pourra avoir un réseau social qui s'adapte à notre âge et dont les contenus sont adaptés à l'âge que l'on a au moment où on se connecte. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on pousse. On voit bien qu'on commence à faire entendre cette idée à l'échelle de l'Union européenne. Ce n'est pas gagné, donc il faut continuer à le pousser. Il faut définir aussi, là aussi, et beaucoup de mes collègues, c'était un sujet qui leur tenait à cœur, il faut aussi qu'on développe des standards minimaux en matière de contenu et de durée des formations des modérateurs et qu'on s'attache à mieux réguler leurs conditions de travail. On a eu une audition d'un modérateur qui nous expliquait comment se passaient ses journées, c'est effrayant. Et donc, il faut aussi se poser la question de sujet de la modération et des modérateurs eux-mêmes. Et évidemment, poursuivre, en tout cas, je l'estime, la réflexion sur le changement de statut des plateformes. Elles sont aujourd'hui hébergeurs, certes, avec une responsabilité renforcées, mais elles ne sont pas considérées comme éditeurs de contenu, alors même que l'algorithme de leurs propres mots est quand même un algorithme qui identifie certains contenus, qui pousse certains contenus. À ce titre-là, on peut se demander si ce statut ne pourrait pas être modifié quand même pour renforcer considérablement leur responsabilité dans les contenus qu'elles diffusent. On va avoir, dans un horizon un peu lointain de 3 ans, le Digital Fairness Act, là encore, qui est un renforcement de la protection aussi de nos jeunes en ligne. Là aussi, il faut qu'on prennent les devants, qu'on bataille. Déjà des députés au Parlement européen français qui font ce travail avec d'autres parlementaires européens, et bien, il faut qu'on soit à la manœuvre aussi pour pouvoir, là encore, faire pression et faire en sorte que ce nouveau règlement il soit satisfaisant et qu'il aille vraiment, qu'il soit ambitieux sur la question de la protection des mineurs. On en a parlé aussi beaucoup, et ça tenait à cœur à beaucoup de membres de la Commission, la question du pluralisme algorithmique, qu'on puisse quand même maîtriser finalement l'influence de l'algorithme sur les contenus qu'on va avoir à regarder. Donc tout ça, c'est la partie de recommandation sur le fait de continuer le combat et d'intensifier le combat à l'échelle de l'Union européenne. Ce que je vous disais, en effet, c'est que malgré tout, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ça parce que ça ne va pas assez vite et il faut qu'on puisse reprendre la main, reprendre le contrôle sur la vie de nos jeunes et sur notre vie globalement en France. Et là, il me semble qu'il existe un certain nombre de recommandations que je formule qui peuvent être mises en œuvre très rapidement. La question, en effet, qui fait débat, de l'interdiction des réseaux sociaux avant un certain âge. Moi, je l'assume et nous sommes nombreux à la porter, à l'assumer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à partir de 15 ans, c'est open bar et qu'il n'y a plus aucun danger à aller regarder les réseaux sociaux. Évidemment qu'à 16 ans, on peut être plus fragile et que d'autres jeunes peuvent, à 14 ans, avoir déjà une force d'esprit qui leur permet de prendre du recul sur ce qu'ils voient. Simplement, je suis persuadée qu'en fixant une limite dans la société, on passe déjà un message très fort à l'égard des enfants, à l'égard des familles, à l'égard de la société tout entière, qui n'est pas passé aujourd'hui de toute évidence. Et donc, je pense qu'il faut qu'on puisse légiférer là-dessus. Par ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais on a une fenêtre de tir qui me semble être idéale, puisque cet été, la Commission européenne nous a expliqué le 15 juillet qu'elle ouvrait cette possibilité aux droits nationaux. Ce n'était pas le cas avant. Vous le savez que la loi Marc-Angeli que nous avions votée n'avait pas été mise en œuvre puisque le droit européen nous l'empêchait. Aujourd'hui, la Commission européenne, sous la pression notamment de la France, nous dit « vous pouvez y aller, vous pouvez légiférer ». Je pense qu'il faut évidemment sauter sur cette occasion pour le faire très vite. Par ailleurs, j'ajoute que le sujet central, c'est celui de l'identification de l'âge quand on va sur le réseau social. Si vous pouvez entrer n'importe quelle date de naissance sur le réseau social en vous inscrivant, tout ça n'a pas beaucoup de sens, nous sommes d'accord. Pour autant, là encore, fenêtre de tir idéale, en tout cas je l'estime, puisque au printemps prochain, nous sommes un des pays qui allons tester un logiciel qui va nous être fourni par la Commission européenne pour pouvoir avoir un système de vérification d'âge donc labellisé et fiable avec un système de double anonymat. Donc ça, c'est à l'horizon du printemps prochain, si bien que finalement ces deux ouvertures qui sont celles de la Commission européenne vont nous permettre d'avoir un dispositif qui sera efficace. En tout cas, c'est ce que je souhaite et donc j'estime qu'il faut sauter sur l'occasion. Vous savez, le temps que prend le processus législatif chez nous, on pourrait arriver au printemps prochain avec tout ça en ordre de marche dans notre pays. Néanmoins, comme on le disait, à partir de 15 ans, on a quand même encore évidemment des fragilités. Puis on voit bien le phénomène de dépendance lié aux réseaux sociaux qui a un impact sur la vie quotidienne de nos jeunes, raison pour laquelle je plaide pour
un couvre-feu numérique qui pourrait évidemment commencer, tout ça a été discuté, mais à 22h et se terminer le lendemain à 8h. L'idée derrière ça, c'est, on a eu beaucoup de témoignages, vraiment beaucoup de témoignages de jeunes qui nous disaient j'essaye d'arrêter, mais en même temps, c'est vrai que mes parents me disent à 21h, à 22h, éteins ton téléphone, et puis en fait, je regarde 5 minutes, puis en fait, je pars pour 2 heures de défilement de vidéos, et je n'arrive pas à m'arrêter. Et donc, beaucoup nous disaient, et ce matin, il y avait des témoignages à la radio de jeunes eux-mêmes qui disaient ça serait peut-être une bonne idée, parce que finalement, au moins, ça clôt le débat. Le téléphone s'arrête, l'application s'arrête à 22h et je vais me coucher sereinement sans avoir les notifications et cette pression qui peut reposer sur l'enfant, qui peut être aussi un facteur d'anxiété très fort. Donc l'idée du couvre-feu numérique pourrait permettre de sanctuariser finalement la nuit de nos jeunes et de leur permettre de dormir sereinement. Il y a la question aussi de l'éducation nationale. Personnellement, à travers ce rapport, j'ai voulu quand même demander et insister sur une forme de prise de conscience de l'éducation nationale. Là encore, c'est le fruit aussi de beaucoup de témoignages des associations de parents d'élèves qu'on a reçues à travers cette commission d'enquête qui nous disent vous êtes gentils, mais finalement, on essaye de tenir nos enfants relativement éloignés des écrans. Et puis finalement, c'est l'éducation nationale qui nous ramène et qui ramène nos enfants devant l'écran parce que les devoirs, on les obtient à travers un logiciel qu'on va consulter soit sur son téléphone, soit sur son iPad, soit sur son ordinateur le soir. Parce que maintenant, les livres sont exclusivement dans certains établissements numériques. Donc évidemment, pas le choix, il faut se mettre devant un ordinateur ou devant un iPad. Parce qu'il y a des boucles de discussion qui sont parfois même initiées par les professeurs qui finalement font qu'on n'a pas le choix, on est obligé de se mettre sur les réseaux sociaux et sur des boucles sur WhatsApp ou Telegram. Et donc je pense qu'on doit pouvoir à la fois étendre la pause numérique, les portables en pause qui aujourd'hui est présent au collège, au lycée, et à la fois avoir se poser la question et surtout le faire très rapidement d'une forme de décroissance numérique, de décroissance digitale au sein de l'éducation nationale. Il y a des pays dans le nord de l'Europe qui ont entrepris ce phénomène de retour en arrière en se disant on est peut-être allé un peu trop loin, il n'y avait pas d'intérêt pédagogique à mettre du numérique partout, et bien revenons tout simplement en arrière. Et bien je pense qu'il est urgent pour l'éducation nationale de le faire. S'agissant de l'interdiction des portables au lycée, on voit bien qu'il y a eu des expérimentations par-ci par-là de portables interdits au lycée, et quand on regarde les articles que vos confrères ont pu faire sur le sujet, on voit qu'en fait les jeunes eux-mêmes sont satisfaits parce que ça les libère finalement d'un poids de regarder tout le temps leur téléphone, de regarder les notifications. Ils sont tranquilles pour la journée, ils le récupèrent le soir en sortant du lycée et ça apaise les relations. Moi j'ai beaucoup de témoignages aussi de jeunes, mais vous le voyez peut-être vous-même, qui dans les lycées en fait passent leur temps sur le téléphone, pendant les interclasses passent le temps sur leur téléphone, à la cantine on les AirPods et passent leur temps sur leur téléphone. Enfin il faut être aveugle pour pas se rendre compte qu'il y a quand même un petit sujet, ne serait-ce que pour les interactions qu'on peut avoir avec ses camarades de classe. Évidemment, je pense qu'il y a une sensibilisation, et on est tous tombés d'accord là-dessus, massive à faire, et qui aujourd'hui n'existe pas du tout dans notre société. Sensibilisation pour les parents. On a un carnet de santé qui est donné aux parents lorsqu'ils ont leurs enfants, quand ils sortent de la maternité, avec un certain nombre d'éléments de prévention qui sont inscrits d'office dans le carnet de santé. Pourquoi pas rajouter des éléments sur la question des écrans et sur la question des réseaux sociaux. Ça permet d'avoir une première approche pour les parents lorsqu'ils sortent de la maternité. On a aussi tous les réseaux de PMI qui sont là auprès des parents, qui peuvent les sensibiliser sur tout un tas de sujets d'alimentation, de bien-être de l'enfant. Eh bien, je pense qu'il serait intéressant aussi d'expliquer aux parents, d'expliquer le fonctionnement du cerveau de leur enfant. C'est pas l'idée de les culpabiliser, mais de leur montrer qu'un cerveau d'un enfant, c'est pas un enfant, c'est pas un adulte miniature. Donc son cerveau, il est en phase de construction, et qu'en effet, passer quelques heures par jour sur un écran, mais en effet, ça peut abîmer le cerveau de façon irrémédiable. Et donc, je pense qu'il y a un effort vraiment à faire. Et sur le rapport, sans faire de polémique, mais j'estime quand même qu'on a une commission enfants et écran qui a rendu son rapport au président de la République il y a maintenant un peu plus d'1 an, avec finalement 2-3 idées extrêmement fortes et extrêmement basiques, notamment pas d'écran avant 3 ans, des écrans fortement déconseillés avant 6 ans, une interdiction, en tout cas c'est ce qu'il préconisait, des téléphones avant 11 ans, une interdiction des smartphones, donc avec un accès à Internet avant 13 ans, une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, et une interdiction des réseaux sociaux, une interdiction, en tout cas un accès aux réseaux sociaux éthiques entre 15 ans et 18 ans. C'est basique. Tout le monde a salué ce rapport il y a maintenant 1 an et demi quasiment, et finalement on se rend compte que ça n'a pas encore irrigué vraiment tous les pans de notre administration, de nos administrations. Et je crois que le moment est venu peut-être de le faire. C'est des messages qui sont simples, qui sont basiques, mais là encore, qui ne sont pas encore passés. Pour vous donner un exemple, un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle jeprotègemonenfant.fr,
eh ben, il n'est pas à jour. C'est-à-dire qu'il propose encore à des parents qui ont un enfant de moins de 3 ans un système de mettre en place un dispositif de contrôle parental sur le téléphone auquel l'enfant a accès. Ben non, en fait, normalement, le message qu'il faudrait faire passer, c'est qu'il n'y a pas de téléphone, fort heureusement et nécessairement, avant 3 ans. Donc il faut mettre ce site à jour de toute urgence, et puis il faut le faire connaître par tous les parents. On a eu, à travers aussi les auditions, beaucoup de parents qui nous disaient « moi je ne sais pas du tout quel dispositif de contrôle parental on peut prendre, on me dit en plus que les enfants ont facilement des moyens pour les contourner, etc. » Je pense qu'aussi il faut que l'État prenne ses responsabilités et labellise finalement tout un tas de petites applications qui aujourd'hui existent. On a des tas de start-up, notamment en France, qui déjà commencent à sortir des dispositifs qui sont des bons dispositifs, mais on n'est pas forcément, quand on est parent, au courant de tout cela. Il y a des téléphones aussi qui existent sans accès à Internet, qui ont l'apparence d'un smartphone, mais qui n'en sont pas un, qui peuvent être une première approche pour un enfant et pour des parents qui peuvent être stressés que l'enfant n'ait pas de téléphone. Et bien, tout ça doit être labellisé pour être finalement mis en valeur et que ça puisse servir d'exemple, évidemment, pour les autres et pour tout le privé qui pourrait finalement avancer aussi sur ce sujet, mais pour que les parents soient un peu aiguillés. On avait aussi, et là c'est peut-être des actions qui sont plus de moyen et de long terme, la question de la formation d'un certain nombre de professionnels. On voit bien, on l'a entendu, que ce soit au sein de l'éducation nationale, mais aussi au sein de nos professionnels de santé. Finalement, on sait à peu près ce que c'est que TikTok, mais on n'y est jamais forcément allé et on n'a pas conscience de l'ampleur que ça peut représenter. Et beaucoup de parents nous le disaient aussi, finalement, lorsque un enfant est en phase de mal-être, qui va consulter par exemple un psychiatre, eh ben, jamais il y a ce réflexe, ou en tout cas rarement, il y a ce réflexe de dire mais est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux? Quelle approche tu as des réseaux sociaux? Combien de temps tu y passes? Et en fait, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'enfant, il est alimenté sans cesse parce qu'il passe 4 heures, 5 heures, parfois plus sur les réseaux sociaux chaque jour, mais on n'en parle pas, alors que c'est quand même le cœur du sujet. Donc on préconise avec cette commission d'enquête vraiment une formation massive et continue, que ce soit des professeurs donc au sein de l'éducation nationale, puis de tous les professionnels de santé, pour que ce sujet, finalement, il soit quand même omniprésent dans nos esprits, parce que c'est en fait le quotidien de nos jeunes, de nos enfants. Je suggère aussi quelque chose dont on m'a parlé déjà un petit peu, mais la question d'un délit de négligence parentale numérique. Alors, évidemment, l'idée n'est pas de taper, de mettre en prison des parents, c'est pas du tout l'objet, mais c'est l'idée de créer peut-être un électrochoc, de dire finalement tout le monde est responsable dans l'histoire. Évidemment, les premiers responsables sont les plateformes eux-mêmes qui ont créé cet outil terrible. Évidemment, l'État et on doit prendre nos responsabilités pour protéger nos enfants, mais les parents doivent aussi, et sans aucun doute, protéger leurs enfants. Et je pense que là, si on a, comme on le souhaite tous, une phase de sensibilisation massive dans les 2-3 prochaines années, je pense qu'il faudra se poser la question quand même de pouvoir avoir un acte un peu fort à l'égard des parents et de leur dire vous êtes aussi responsable de ce que vous faites et de l'objet que vous mettez entre les mains de votre enfant. Qui n'a pas vu au restaurant des parents qui mettent un téléphone devant les yeux de leurs très jeunes enfants pour être un peu tranquille pendant leur déjeuner ou leur dîner, dans une salle d'attente de médecin pour éviter que l'enfant pleure, hop, on lui met un écran devant les yeux pour qu'il soit un petit peu calme. Et moi, j'entends aussi beaucoup de professeurs dans les quartiers, moi je suis de Reims, qui me disent nous, on récupère des enfants à l'école maternelle à 3 ans, dont on voit bien qu'en fait, en raison de leur comportement, ils ont eu accès à des écrans pendant plusieurs heures par jour depuis leur naissance quasiment. Et je pense qu'il faut pouvoir faire passer un message un peu choc, de dire c'est pas anodin. Ces écrans présents dans la vie des plus jeunes, ils ont un impact sur le cerveau qui a un impact très fort et très délétère, évidemment. Un dernier mot aussi, parce qu'on a eu ce sujet qui est un petit peu revenu, et parce que je pense que notre rôle en tant que législateur, et puis que hommes et femmes engagés en politique, c'est aussi d'imaginer le monde de demain, et de ne pas avoir une vision à court terme. Je pense aussi qu'il faut qu'on puisse, et on l'a entendu à la fin de la vidéo, imaginer un monde et des alternatives au numérique pour nos enfants. Peut-être, en effet, que si nos enfants se réfugient sur ces téléphones, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément d'alternatives joyeuses et intéressantes autour d'eux, ou qu'ils ne les voient pas assez, et que les parents ne les voient pas assez. Raison pour laquelle je pense qu'on a tout un tas de financements qui sont fléchés sur nos quartiers, sur des associations, sur des centres de jeunesse, des centres sociaux dans toutes nos villes, dans tous nos territoires. Et il faudrait que l'État ait un petit peu une vision un peu plus claire et puisse flécher tous ces financements sur des alternatives au numérique, sur le fait de valoriser des initiatives qui sont prises pour nos jeunes lorsqu'ils ne sont pas à l'école, le soir, le week-end, le mercredi, pour qu'ils puissent avoir des activités qui les apaisent, qui les rendent un peu plus joyeux et qui leur permettent de voir
voir qu'en fait, il y a autre chose que le téléphone. Ça, c'est du plus long terme, évidemment, mais je pense qu'il faut avoir cette vision. La jeunesse est quand même un angle mort, je trouve, de nos politiques publiques aujourd'hui, et notamment la phase adolescente. On a beaucoup de choses qui sont faites sur les jeunes enfants et sur notamment les 1000 premiers jours, puisqu'on a considéré que c'était essentiel. Maintenant, il faut qu'on puisse réfléchir à la phase adolescente. On voit bien qu'à 12 ans, vous proposez des jeux de société à un enfant dans les maisons de quartier ou les centres sociaux, ça ne sera plus hyper satisfaisant et ce n'est pas vraiment vendeur. Donc il faut qu'on puisse réinventer un peu des activités pour nos jeunes, pour qu'ils restent enthousiastes et qu'ils puissent éviter de se réfugier dans ces réseaux sociaux. Voilà, je suis désolée d'avoir été sans doute trop longue. Voilà les éléments et le fruit de notre travail de 6 mois de cette enquête. Comme je vous le disais, je pense que c'est un sujet de société qui ne s'éteindra pas demain. Et puis peut-être ajouter un dernier mot pour vous dire que dans une phase politique sans doute un petit peu compliquée, c'est rien de le dire, avec une assemblée un peu morcelée, c'est rien de le dire aussi, et ben c'est un sujet, je pense, qui peut nous rassembler et qui pourrait être un sujet à mettre sur la table du Premier ministre pour les prochains mois, parce que je pense qu'on peut faire quelque chose et surtout je pense qu'on doit absolument agir rapidement. C'est ce que les familles et les jeunes eux-mêmes nous demandent. Je vous remercie pour votre attention.